Merci beaucoup, monsieur le professeur. Grazie di tutti gli organizzatori per l'invitation à questo convenio. Donc, je commence par une cité de Jean-Jacques Winenburger. C'est par hasard que M. Winenburger est maintenant le président de la séance. J'essaie de faire une liaison entre la rêverie cristalline et la dualité, j'ai dit, poétique, en utilisant une notion de M. Jean-Jacques Winenburger proposée dans son ouvrage La raison contradictoire, paru chez Albert Michel en 1990. Même si le professeur Winenburger se réfère ici à la pensée de la complexité dynamique de la réalité, il suggère que l'origine de cette pensée du complexe peut être la logique interne de l'imaginaire, ce qui représente une nouveauté dans l'interprétation de l'existence des contraires, c'est la logique dynamique du tiers inclus. En partant du modèle théorique de Stéphane Lupashko, de sa logique dynamique du contradictoire, le professeur Winenburger parle d'un système énergétique formé par une force bipolarisée, en sens contraire, qui, je le cite, obéit à un développement ternaire en vertu d'une loi de tension alternante. Le renforcement d'un pôle repose sur la potentialisation de l'autre, de même que l'actualisation de ce dernier entraîne que le premier soit repoussé. Jean-Jacques Winenburger considère la dualité, je le cite, une sorte de catégorie a priori qui conscient les conditions de possibilité, d'évaluation et de représentation de ce qui est ou arrive. Avec elle, la pensée dispose d'une sorte de modèle privilégié, échappant définitivement de la simplicité et défiant par sa logique interne la pensée identitaire. Fin citation. Les rêveries cristallines mettent en évidence la dynamique de l'imagination matérielle, mais aussi elles confirment l'existence des deux axes bachelardiens de l'esprit, l'imaginaire et la rationalité. Pour comprendre la synthèse étonnante entre la rêverie constellante et la rêverie cristalline, Gaston Bachelard nous rappelle que la logique des images est l'envers de la logique conceptuelle. Par rapport au concept qui unit des formes prudemment voisines, l'imagination peut faire des correspondances entre les choses très différentes. Bachelard donne comme exemple, bien sûr, les rêveries des poètes. Quelle pierrerie, le ciel fluide, écrit Mallarmé. Et 4 plans de rêve se réunissent dans ces 5 mots. La pierre, le ciel, l'immobilité et la fluidité. Un logicien peut y trouver à redire un poète n'est qu'à admirer. Les gemmes sont les étoiles de la terre. Les étoiles sont les diamants du ciel. Il y a une terre au firmament, il y a un ciel dans la terre. Fin citation. Mais l'effort de Bachelard est de montrer qu'il ne s'agit pas d'un symbolisme abstrait, mais d'une correspondance matérielle. Il parle d'une double polarité des intérêts pancalistes, concernant deux pôles opposés. D'un côté, la beauté immense, au ciel bleu, à la mer infinie, à la forêt profonde, et d'autre côté, une beauté que l'on tient dans la main, jolie miniature, fleurs ou joyaux, œuvre d'une fée, etc. Tout autour de cette beauté, dans cette dialectique du grand et du petit, considère Bachelard, s'achance enfin les rêveries des constellations et les rêveries cristallines. L'imagination matérielle du cristal est exprimée par la pureté
la limpidité et la solidité absolue. Or, la limpidité est l'œuvre de la lumière pure. La matière la plus condensée du cristal est la matière la plus dure, le diamant. Je cite Bachelard. Un rêve de dureté est ainsi attaché au cristal. On peut parler de la matière cristallisée par le feu de la lumière. Les rêves d'une caverne remplie de gemmes sont un rêve de richesse cristalline qui jette du feu de tous les parts. La vraie richesse de l'homme, ce n'est pas de posséder les diamants pour les vendre, mais c'est de les rêver. Je cite Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté. Dans le rêve fondamental de la pierre brillante, rêve qui paraît un des plus primitifs chez tous les peuples, au point que la pierre précieuse peut être mise au rang des archétypes de l'inconscient, le rêveur aime une richesse qu'on ne vend pas. Fin citation. L'inconscient naturel suppose des lois différentes de l'inconscient social de l'avidité pécuniaire. Il est présent dans les rêveries des ouvrières des gemmes ou chez les alchimistes. En ce sens, la correspondance entre le ciel et les astres avec la substance terrestre cristalline fait partie des rêveries matérielles les plus profondes. Et Bachelard cite Jean-Baptiste Porta, La magie naturelle, paru en 1565, qui met en évidence cette correspondance en concluant. Je le cite. Deux rêveries puissantes viennent donc se réunir ici. D'abord, les rêveries des influences matérielles qui marquent une substance en correspondance avec une planète particulière. Ensuite, les rêveries des aspects mathématiques du ciel qui marquent une substance en correspondance avec l'ensemble des astres. De même qu'on tire l'horoscope d'un être humain au moment où la naissance lui donne sa physionomie, il faut tirer l'horoscope du bijou au moment où le tailleur des gemmes lui donne sa forme géométrique. L'ouvrier doit rêver à la fois à la clarté des gemmes et à la clarté du firmament. Il doit unir les profondeurs de la substance et les profondeurs du ciel. Il doit conjoindre les signes du ciel et la signature de la substance. Fin citation. Un grand ouvrier de la gemme doit travailler au juste temps la pierre précieuse pour que celle-ci devienne une pierre astrologique. C'est l'alchimiste qui établit la participation des astres aux vertus des pierres. Je cite Bachelard nouveau. La pierre immobilise un horoscope. Elle assure par sa taille astrologique la puissance de transmettre un horoscope. Elle est ainsi une synthèse de l'horoscope et du talisman. Curieuse rêverie où une matière cristalline est à la fois un instant et une éternité, s'exclame Bachelard. Les rêveries de l'ouvrière de la gemme, de l'astrologue ou de l'alchimiste mettent en valeur une pensée figurative qui unit les opposés, on peut dire, par une dualité poétique. Dans les rêveries cristallines se retrouvent l'instant et l'éternité qui sont séparés dans la pensée conceptuelle. Cette puissance de synthèse poétique du rêveur entre deux choses bien opposées relève la particularité fondamentale du psychisme humain de penser par image, dans une manière complexe et non identitaire. L'imaginaire du cristal confirme ainsi le besoin fondamental de l'homme de rêver et même de penser autrement. Quelques mots sur les rêveries plurielles, cristallines plurielles et l'intelligence de la matière. Je commence par un autre cité de Gaston Bachelard. Pour que les pierres précieuses s'éclairent si vivement, pour qu'elles reçoivent de si pure lumière, il faudra, dans le style même de l'imagination, que les pierres précieuses participent aux plus rêveuses puissances, aux trois autres éléments qui sont plus proprement oniriques, qui sont plus proprement onirisants.
écrit Bachelard. En ce sens, il présente la participation des 3 autres matières aux rêveries cristallines, l'air, le feu, l'eau. Ces rêveries multiples expriment mieux le principe a priori de la dualité poétique que nous avons présenté par l'unité cosmologique de tous les 4 éléments opposés. L'imagination aérienne vient absorber du ciel bleu la couleur du saphir, et par là, le saphir, le cite Bachelard, nous paraît la plus vaste des pierres précieuses, et Bachelard donne certains exemples de rêveries poétiques qui nous provoquent à penser. Je le cite. Le morceau du charbon que la magie du feu et la longue patience souterraine transforment en diamant atteint à la limpidité d'une source et d'une étoile. Fin de citation. Les 4 matières participent ici à la naissance poétique du diamant, la terre, le feu, l'eau et l'air. C'est une naissance cosmique. L'espace du ciel et l'espace intérieur se fondent l'un dans l'autre. La lumière est corporisée. L'adjectif céleste est, par cette rêverie poétique, rattaché à la matière. Un rêve concret a, en quelque manière, effacé l'antithèse de l'ombre et de la lumière. Bachelard voit ici une dialectique hegelienne, et il explique même cette dialectique par un passage de la philosophie de la nature de Hegel. Mais de plus, on peut parler d'une dualité parce que l'antithèse ne s'efface pas définitivement dans le diamant. La rêverie cristalline du diamant n'est que le tiers inclus, peut-être, de cette opposition dynamique de l'ombre et de la lumière. La pierre lumineuse nous offre aussi la possibilité de penser. Même si en général, pour Bachelard, les 2 axes de l'esprit ont des directions contraires, par l'intermédiaire de rêverie du diamant, il met en relation l'imaginaire avec la rationalité. On peut dire la dualité fondamentale du psychique. Je cite Bachelard. Tant de clarté intime nous donne l'intelligence de la matière. Nous voilà à un centre où les idées rêvent et les images méditent. Le rêve sait alors faire, lui aussi, des abstractions. Il fait ici l'abstraction de la couleur pour ne retenir que la pureté. Un ciel pur et grand s'étend dans le saphir qui rêve. Fin de citation. Les rêveries du diamant, par leur puissance cosmique, sont des rêveries multiples. En ce sens, l'adjectif céleste peut être remplacé aussi, selon Bachelard, par l'adjectif stellaire. Pour certaines rêveries, il est impossible d'admirer le diamant sans passer à la nuit. Sur le plan de rêverie, la scientisation est un phénomène de l'ombre. Il est le modèle d'une volonté de domination. Le diamant est un regard qui hypnotise. Fin de citation. En citant Rémi Ballot, qui met en vers la lutte entre l'aimant et le diamant, qui sont rêvés comme 2 contraires, Bachelard remarque ce jeu de l'imaginaire entre la métaphore et la réalité, par lequel on peut dire que l'imaginaire recrée la réalité même. Le diamant attire les regards et l'aimant attire le fer. Le cristal est la matière du feu. Bachelard appelle l'image du cristal qui jette du feu, une image naturelle, parce que le diamant participe au feu élémentaire. Il est consubstantiel au feu et à la lumière. En ce sens, la plupart des métaphores qui travaillent sur l'image du cristal sont associées au feu. L'imagination littéraire met en valeur des métaphores multiples des pierres précieuses, de l'opale, du rubis, de l'escarboucle, du diamant, de l'émeraude, du saphir, etc., en fonction de la participation cosmique des éléments par l'intermédiaire du feu, des tensions, des contradictions imaginaires créées par la relation entre la lumière et l'ombre. D'ailleurs, Bachelard croit qu'une étude complète des feux imaginaires, pluriel, dans les pierres précieuses, devrait parcourir tout le spectre depuis la pâleur jusqu'aux éclats. Je le cite, depuis les topazes, glaçons des vieux vins dépuyés, comme dit Charles Cros,
jusqu'au rubis flamboyant. Fin de citation. Ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que l'imagination peut donner aux pierres précieuses un sexe pour la force d'ardeur et du feu. Et Bachelard est influencé ici par la psychanalyse. Je le cite, le rubis mâle a plus de lustre, est un vermeil plus vigoureux que la femelle qui est noirâtre, morne, pâle et d'un vermeil affaibli et languissant. Comme l'alchimiste travaille jusqu'à obtenir une belle couleur, le revers de bijou a besoin d'un rubis vigoureux. En fait, les valeurs onédiques d'un rubis doivent se juger dans une dialectique de la vigueur et de la langueur. Il faut l'éprouver en tonalisant ou en adoucissant du côté mâle et du côté femelle. Fin de citation. En fait, il s'agit de la dualité poétique lumière-ombre définie par les adjectifs vigoureux et languissants, en transfert de l'âme aux pierres précieuses par l'intermédiaire de la rêverie. On peut aller plus loin dans la symbolique jungienne où les archétypes contrasexuels, animaux et anima, participent aux rêveries des pierres précieuses. Les symboles religieux des gemmes sont aussi riches en significations duales. Par exemple, le jade joue un important rôle dans la symbolique traditionnelle chinoise, dans l'ordre social, où il incarne la souveraineté et la puissance, dans la chimie, dans les pratiques funéraires taoïstes, pour l'obtention de l'immortalité, etc. Le jade incarne le couple cosmologique yin et yang. Par le principe cosmologique yang, le jade est investi de tout un ensemble de qualités solaires impériales indestructibles. Le jade, comme l'or du reste, conscient le yang, d'un coup devient un centre chargé d'énergie cosmique. Sa multivalence instrumentale est la conséquence logique de la multivalence du principe cosmologique yang. J'ai cité Mircea Eliade, traité d'histoire des religions. La dualité fonctionne aussi au niveau du regard. La force de fascination du diamant s'exprime par le feu intérieur de la lumière, mais aussi par l'inversion du regard. Les poètes, les alchimistes, les philosophes même, ont établi des connexions entre le regard et la lumière. Le regard vif appartient à l'œil, mais aussi à la lumière cristalline du diamant. Dans les rêveries, la faculté de voir emprunte la lumière de la faculté d'être lumineuse du diamant, et le diamant emprunte le regard de la faculté de voir. En ce sens, Bachelard cite le philosophe de la nature du XVIIIe siècle, Robinet, qui appelle l'âme une lumière invisible et la lumière une âme visible. Les rêveries cristallines mettent ainsi en valeur cette dualité poétique où les pôles regard-diamant sont interchangeables. Je cite Bachelard, que des fois, dans nos recherches sur l'imagination, nous avons surpris cette inversion de la beauté contemplée. Soudain, c'est ce qui est beau qui regarde. Le diamant, comme l'étoile, appartient au monde du regard. Il est un modèle du regard étincelant. La beauté cristalline nous renvoie le feu de notre regard concupiscent. Fin de citation. La participation de l'eau aux rêveries cristallines est traitée par Bachelard dans un petit chapitre, La rosée et la perle. Nous suivons ici la dualité poétique par les rêveries de l'eau de la rosée, le vrai cristal de l'eau. La limpidité cristalline est attribuée à une eau fondamentale. Et Bachelard donne comme exemple la littérature alchimique qui trouve une correspondance entre l'eau et le ciel dans la substance de la rosée. Je le cite, la rosée vient du ciel par le plus clair des temps. La pluie tombe des nuages, elle donne une eau grossière. La rosée descend du firmament, elle donne une eau céleste. Le pur imprégné de la matière céleste, voilà la rosée. Fin de citation. Le pur est imprégné par la matière céleste. La rosée met en valeur la limpidité céleste de l'eau.
les trois matières viennent de se réunir dans la rosée rêvée par les alchimistes. L'air et l'eau rêvent dans le troisième, la terre. La rosée reflète la volonté de purification de la matière. L'air réuni et séparé dans la rosée forme une dualité poétique de la cristallisation. La rosée provoque la rêverie magique de la fécondité. Pour l'alchimiste, la rosée est une puissance céleste qui contient le germe de tous les germes. Et le grand rêve de l'alchimie sera de faire descendre la rosée dans un minéral bien préparé. En ce sens, la pierre, je cite Bachelard, qui devient la matrice de la rosée céleste, est la pierre limpide entre toutes, le cristal qui tient en son sein la plus belle des eaux, le cristal de la clarté parfaite qui se trouve dans cette vue, une sorte de cristallisation mutuelle des principes du ciel, de la terre et de l'eau. Fin citation. La rosée grasse fertilise la terre, elle est l'eau de la juvenance et le germe de la jeunesse. Le miel est imaginé comme une rosée solide où des esprits de l'air et de l'eau s'unissent, mais le processus de corporisation est plus évident dans le cas de la perle. Les mythes, la littérature alchimique, la poésie ont créé une vraie imagerie de la perle. Bachelard cite certains exemples de la littérature alchimique pour aller au fond, je le cite, au fond des rêves et voir comment a pu se créer la légende des perles produites par la rosée du ciel. Citation. Le pur du ciel est le coquillage de la perle. Une dualité de la métamorphose imaginaire de la rosée. Dans une légende singulière présentée par les livres d'alchimie, les mères perles, dans leurs coquilles, qui sont les mines, où c'est des pierres précieuses, se forment et s'engendrent, prennent du point du jour la rosée, lorsque cette divine liqueur tombe du ciel et monte à la superficie de l'eau, et là ouvrent leurs coquilles, afin de donner entrée à cette rosée qui les remplit et les engrosse de sa pure substance. Après, elles se ferment et vont dans leur gîte ordinaire au fond de la mer, où par leur chaleur naturelle, cette rosée est cuite et digérée, et par leur industrie naturelle formée et fait perles qui s'attachent aux côtés de leurs coquilles. Et j'ai cité là les gens. Ces légendes cachent des rêves matériels qui animent le processus de la création cosmique de la pierre précieuse. Les alchimistes continuent ces rêveries cosmiques. Les pères engendrent à la façon des créatures vivantes. Dans la mythologie de la Terre, on retrouve à l'origine les mêmes rêveries cosmiques. Le symbolisme magico-religieux le plus connu dans toutes les cultures traditionnelles est le symbolisme de l'amour et de la fécondité de la perle. Je cite Eliade. Pourquoi cette perle présentait-elle une signification magique, médicinale ou funéraire? Parce qu'elle était née des eaux, parce qu'elle est née de la lune, parce qu'elle représentait le principe yin, parce qu'elle avait été retrouvée dans une coquille, le symbolisme de la féminité toute créatrice. Toutes ces circonstances transfiguraient la perle en un centre cosmologique, dans lequel coïncidaient les prestiges de la lune, de la femme, de la fécondité, de la parturition. Fin citation. Les hiérophanies de la perle cachent ainsi des rêveries cosmiques primordiales. En guise de conclusion, même si l'époque moderne ne conserve que les valeurs économiques et esthétiques, dans le sens esthétisant, des pierres précieuses, les poètes, par leur métaphore littéraire, gardent encore les rêveries cristallines et la logique dynamique des images matérielles. La sera toujours ouverte à notre âme rêveuse si le gardien est un poète. Et Bachelard cite un petit fragment de Thomas Hardy, d'Aberville. Je le cite. Le brouillard suspendait de minuscules diamants humides au cil des Thèses et mettait sur sa chevelure des gouttes pareilles aux semences de perles. Ces semences de perles, d'où viennent-elles?
Thomas Hardy a-t-il lu des vieux livres se demande Bachelard. Au-delà des significations littéraires, on retrouve les rêves naturels qui nous animent et nous régénèrent l'existence. Thomas Hardy est un gardien de la porte des songes qui nous fait rêver les mots. Pour rendre aux mots le rêve perdu, il faut revenir naïvement vers les choses, considère Bachelard. Pour sortir de l'époque de tous les identitarismes, il faut revenir naïvement, on peut dire, aux choses mêmes. Peut-être, pour conclure, les vrais penseurs ne pensent pas, ils rêvent leur pensée. Grazie.